Bonjour François Jacquet. Bonjour. Vous êtes postdoctorant à l'Université de Genève en philosophie. Exactement. Et vous êtes végane depuis 15 ans. Vous étiez un précurseur alors, parce qu'on n'en parlait pas du tout il y a 15 ans. C'est vrai qu'à l'époque, la plupart des gens ne savaient même pas ce que c'était que le véganisme. Socialement, c'était un petit peu difficile de devenir végane. Vous êtes arrivé comment d'ailleurs? Moi, en fait, j'avais la chance d'avoir un groupe d'amis qui étaient véganes. Et du coup, ça m'a énormément facilité la tâche. Pratiquement du jour au lendemain. Enfin, j'ai quand même fait 6 mois de végétarisme avant de devenir végane, mais tout en sachant que je deviendrais végane à terme. Vous avez été convaincu tout de suite par Oui, disons, moi je le suis pour des raisons morales, donc par souci du respect des animaux, mais d'avoir des amis véganes, ça a quand même été un déclic. Ça m'a permis d'ouvrir les yeux sur cette injustice dont sont victimes les animaux. Cette prise de conscience. Et voilà, de basculer d'un coup. Est-ce que c'est ce qui vous a amené à étudier la philosophie ou ça n'a rien à voir? Oui, c'est ce qui m'a amené à étudier la philo. J'avais fait de la philo un peu comme pas mal de monde au collège, mais sans vraiment m'y intéresser. Et puis, il faut savoir que la philo académique, elle est un peu différente de celle qu'on enseigne au collège. Elle est plus argumentative, moins historique. Et moi, c'est vraiment cette philo qui m'intéresse. Donc, au collège, j'aimais pas ça, et j'aurais jamais pensé en faire ma profession. Mais l'année qui a suivi ma matu, j'ai commencé à me mettre à lire des textes de philo consacrés à l'éthique animale, puis à l'éthique plus en général. Et philosophie morale, alors? De la philo morale, oui. Et j'ai vraiment développé une passion pour ça, qui m'a poursuivi jusqu'à maintenant. Et maintenant, on me paye pour faire de la recherche en philo, ce qui est quand même assez confortable. J'accueille aussi Jean-François Baillard. Bonjour. Bonjour. Vous êtes historien des religions, directeur de l'Institut Religioscope à Fribourg. Alors, on l'a dit, c'est très minoritaire le phénomène vegan en Suisse, de façon générale, en Europe. Mais est-ce qu'on a quand même quelques chiffres? Est-ce qu'on sait ce que ça représente? Quelle est l'étendue du phénomène? Il y a un certain nombre d'évaluations, de sondages, d'enquêtes sur le végétarisme, par exemple, qui donnent à penser qu'on a environ 2 à 3% de végétariens en Suisse. Et parmi ces végétariens, il y a, disent certains, jusqu'à 1% de véganes. Et 1% cela des 3%? Non, 1% de la population, mais il faut faire attention, parce que d'une part, c'est vrai que ça correspond à des chiffres qu'on a pour d'autres pays européens également, mais d'autre part, je pense qu'avec la vogue du véganisme depuis quelques années, il doit y avoir aussi pas mal de gens qui sont un petit peu sur la barrière, qui expérimentent le véganisme, il peut y avoir des allers-retours, donc on n'a pas de chiffres exacts, mais on a un ordre de grandeur. Les véganes eux-mêmes, à la fin des années 2000, estimaient leur nombre en Suisse entre 20 et 25 000, et les associations véganes aujourd'hui parlent de 1%. Je pense qu'on doit tourner autour de ça, entre 0,5% et 1% de la population, voir évidemment quelle sera la durée de ce type d'engagement, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a aujourd'hui beaucoup de véganes qui le sont depuis relativement peu d'années. Et c'est quelque chose qui m'a frappé en allant un peu faire quelques incursions dans les milieux véganes, c'est de voir que des gens qui sont des figures de proue publiques du véganisme en Suisse romande, parfois le sont depuis 3, 4, 5 ans. Donc très vite, évidemment, c'est assez normal d'ailleurs, quelqu'un qui découvre ce qui est plus qu'une pratique alimentaire, mais une philosophie, un mode de vie, veut aussi essayer de le partager. Il y a effectivement des allers-retours, François Jacquet, des personnes qui tentent et puis qui disent non, c'est trop contraignant, comme le dit monsieur. Oui, on voit des gens qui font un peu l'aller-retour, qui peut-être redeviennent végétariens, puis qui retentent le coup plus tard. Mais ils ne vont pas s'acheter un burger après avoir fait du véganisme. Enfin, je pense qu'on doit trouver des gens qui vont s'acheter un burger, mais il y a de tout, quoi. Mais en général, quand c'est vraiment pour des considérations morales, il me semble que la plupart des gens ont tendance à tenir le coup. Ouais. Alors, vous parliez justement de cette entrée pour certains militante dans le véganisme. Vous dites certaines personnes qui sont des figures du proue de ce mouvement le sont depuis très peu de temps. Est-ce que ça veut dire qu'on entre dans le mouvement vegan comme on entre en religion, en quelque sorte? Je demande ça à l'historien des religions, évidemment. Bon, écoutez, vous savez, c'est toujours très délicat de commencer à appliquer le modèle de religion à d'autres phénomènes. Mais bien sûr, c'est vrai qu'il y a une vision du monde, c'est-à-dire vraiment une considération sur l'existence, la façon de l'amener, mais il n'y a pas, en général, dans le véganisme, la dimension de croyance surnaturelle qui accompagne les pratiques religieuses. Alors, c'est intéressant de voir d'ailleurs qu'il y a un certain nombre de groupes religieux qui passent au véganisme autour notamment de maîtres spirituels orientaux. Un cas assez connu, c'est celui du maître bouddhiste Thich Nhat Hanh, qui depuis 2007 a fait passer l'ensemble de ses centres du végétarisme au véganisme. Mais on peut dire d'une certaine façon qu'il y a des mouvements religieux ou spirituels qui suivent un peu cette sorte d'élan du véganisme, qui sont portés
par le mouvement et qui d'ailleurs le font au nom d'arguments qu'on pourrait également trouver chez les véganes séculiers. Alors, la question est effectivement de savoir, quand on a une vision du monde qui a des implications pour l'ensemble de l'existence, est-ce qu'on est fonctionnellement dans quelque chose qui présente des analogies avec la religion? Ça n'en fait pas une religion pour autant. Il y a eu des tentatives, par exemple aux États-Unis, d'expliquer qu'au nom de la liberté religieuse, un vegan devait être protégé, par exemple, dans le cadre professionnel, parce que ça engageait des convictions très profondes par rapport à l'existence. C'est toujours la question de savoir quelles limites on a dans la pratique juridique, par exemple, à la compréhension de religion, de conviction, de croyance. Est-ce qu'on est dans le registre des convictions lorsqu'on devient vegan, véritablement? Qu'est-ce que vous pensez de cette analogie avec la religion? Je pense qu'on est clairement dans le registre des convictions, mais je trouve que le vocabulaire religieux n'est pas très bien adapté au véganisme. Comme vous l'avez dit, il y a l'histoire de la transcendance. Être vegan, c'est pas croire dans le surnaturel. Mais à mon avis, il y a aussi une autre différence, et je ne suis pas du tout spécialiste des religions, mais il me semble qu'une attitude qui est essentielle à la pratique religieuse, c'est quand même la foi, qu'on peut comprendre comme un type de croyance qui n'est pas spécialement fondé sur des raisons et qui est assez étanche à l'égard des arguments et des objections rationnelles. Et du coup, on peut se demander si les véganes ont la foi vis-à-vis du véganisme, évidemment. Et il me semble que dans certains cas, il faut dire que la réponse est oui. Il y a plein de véganes qui sont susceptibles d'accepter plus ou moins n'importe quel argument pour peu que la conclusion soit le véganisme. Vous me disiez d'ailleurs, vous me disiez certains pensent qu'on était à l'origine herbivore et qu'on doit y retourner. Typiquement, ce genre d'argument. Bon, ça, c'est pas fondé scientifiquement. Ouais. Voilà. Donc il y a des véganes qui ont une attitude un peu religieuse vis-à-vis du véganisme, mais on ne peut pas vraiment généraliser ce constat parce qu'il y a d'une part d'excellents arguments en faveur du véganisme, et d'autre part, la plupart des véganes, en tout cas dans mon expérience, sont conscients de l'existence de ces arguments. Et puis, non seulement ça, mais ils sont véganes parce qu'ils sont conscients de l'existence de ces arguments. Oui, et ce qui est intéressant, c'est aussi de voir qu'on a actuellement un développement du véganisme dans un contexte de sécularisation de plus en plus poussé, où effectivement les arguments, la plupart du temps, n'ont pas de dimension surnaturelle, on ne le rencontre quasiment pas. Et ce que je trouve intéressant, c'est de voir comment le véganisme et des courants similaires, par exemple des courants qui ont certaines parentés comme l'antispécisme, vont avancer un argument éthique impératif, élevé, important, qui évidemment rend ces courants, je pense, un domaine qui devrait intéresser également les religions, parce que c'est très souvent pour les religions aussi ces dimensions éthiques sur lesquelles on les axe et sur lesquelles on les consulte et sur lesquelles elles estiment avoir peut-être aussi un droit de regard sur les pratiques sociales. On va revenir sur l'antispécisme, mais avant ça, parce qu'il y a un terme qui a trait aux religieux et qu'on emploie souvent à l'égard des véganes, et ça c'est un jugement porté sur eux, c'est le caractère sectaire. On dit souvent des véganes, on peut comprendre éventuellement de ne pas manger de viande, mais enfin de se priver de tout produit d'origine animale, c'est sectaire. Qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, je trouve que c'est vraiment une confusion, parce que le véganisme, pour moi, il découle directement de l'antispécisme. Donc, l'antispécisme, alors, définissons-le. Le spécisme, on en a parlé un petit peu dans les médias récemment, c'est la discrimination fondée sur l'appartenance d'espèce. Donc on est spéciste si on privilégie systématiquement les humains par rapport aux autres animaux, mais aussi les chats par rapport aux autres animaux ou les chiens par rapport aux autres animaux. Et l'idée, c'est vraiment que l'exploitation des animaux, elle repose essentiellement sur le spécisme. Donc si les animaux n'étaient pas des animaux, on ne les exploiterait pas de la manière dont on les exploite, on refuserait catégoriquement de les exploiter de cette manière. Donc c'est un refus, l'antispécisme, c'est un refus de cette hiérarchisation entre l'antispécisme, c'est un refus du fait de privilégier les humains par rapport aux autres, et puis il découle de ça qu'il faudrait refuser l'exploitation des animaux. Donc c'est pas seulement une histoire de pureté personnelle, une espèce d'éthique nombriliste. L'antispécisme, c'est vraiment une lutte contre l'injustice dont sont victimes les animaux. Donc moi, je ne vois pas tellement ce qu'il y a de sectaire là-dedans. C'est clair qu'il y a des implications alimentaires. On va faire attention à ce qu'on consomme, mais c'est qu'une des implications de l'antispécisme. Sectaire ou pas alors... Oui, non, mais peut-être que ce genre de remarques découle parfois d'attitudes de certains adeptes un peu fervents. Alors, j'utilise de nouveau un terme un peu religieux, celui d'adepte, disons, celui de partisans un peu fervents, par exemple du véganisme, qui vont, même par rapport à des personnes simplement végétariennes, leur faire la morale en leur disant, voilà, tu n'es pas assez conséquent dans tes choix, ce qui peut être d'ailleurs une discussion après tout légitime, mais c'est vrai que c'est peut-être de là que peut parfois découler cette impression pour des personnes qui voient le phénomène un peu de l'extérieur. Mais est-ce que c'est vraiment sectaire comme attitude ? Parce que j'ai l'impression que si le véganisme était une secte,
Aux végétariens, on leur dirait simplement, vous ne faites pas partie de notre secte. Non, ça serait pas grave. Mais venez chez nous, non? De toute façon, alors que là, on leur dit plutôt, devenez vegan. Oui, alors c'est aussi... non, pas vraiment. Oui, et Dieu sait si je suis, vous le savez, prudent par rapport à l'usage indiscriminé de termes comme secte, sectaire, mais je le comprends ici dans un usage populaire, courant. Voilà. Aussi parce que c'est très contraignant, finalement. C'est peut-être ça aussi qui est vu comme sectaire, c'est-à-dire on suit des règles strictes quand même quand on est vegan, non? Strict, évidemment, ça nécessite de revoir un peu ses habitudes alimentaires. Après, une fois qu'on a pris des habitudes, on s'y tient, et puis c'est pas très compliqué. Au quotidien, vous, c'est pas contraignant? Ah non, voilà. Vous avez l'habitude, quoi. En 15 ans, je me suis bien habitué. Et là, d'ailleurs, vous savez, c'est quelque chose qui m'a intéressé, c'est en écoutant parler, par exemple, des véganes, en les entendant parler de leur mode de vie, de leurs pratiques, justement, j'ai découvert que leur perception n'était pas celle d'une contrainte. Et ça m'a rappelé, alors là, il y a une analogie avec les religions. Par exemple, une personne qui suit de façon stricte les règles du judaïsme a aussi toute une série de contraintes alimentaires, mais il trouve intérieurement une liberté. Et de la même façon, si on entend les discours de véganes, il y a des gens qui ont le sentiment vraiment d'y trouver une liberté, dans la mesure où ils se libèrent aussi de certaines logiques commerciales, ils éprouvent un sentiment d'équilibre et de liberté intérieure par rapport au monde, à la société. Donc je crois qu'on doit toujours considérer ces règles, ce qui nous paraît très souvent enfermant vu de l'extérieur, pour la personne qui les pratique, que ce soit dans un cadre religieux ou un cadre éthique, ça peut être au contraire une source de liberté. Revenons à l'antispécisme, François Jacquet, parce que ce que vous avez décrit, alors, si je comprends bien, c'est une éthique fondamentale, globale, sur laquelle vous, en tout cas, vous fondez votre régime vegan, c'est juste? Bon, alors, si on veut vraiment être précis, l'antispécisme, c'est plutôt une espèce de contrainte sur, d'une part, les théories morales, puis d'autre part, la pratique au quotidien. Donc, l'antispécisme, c'est juste l'idée qu'on ne va pas pouvoir discriminer sur la base de l'espèce. Vous êtes antispéciste. Donc, moi, je suis antispéciste. Mais les grandes familles de théorie morale traditionnelles, elles peuvent être spécistes ou antispécistes, selon qu'on y applique la contrainte. Sans être antispéciste, par exemple. Ou la plupart des véganes. Je dirais que la plupart des véganes ne se revendiquent pas forcément de l'antispécisme, mais à mon avis, c'est parce qu'ils comprennent mal ce que c'est que l'antispécisme. Il y a énormément de confusion autour de la notion de spécisme. Par exemple, on a tendance à dire que les antispécistes nieraient l'existence biologique des espèces ou qu'ils nieraient les différences entre espèces. Par exemple, que les chimpanzés sont plus intelligents que les moustiques, ce qui est un peu absurde, évidemment. Mais une fois qu'on a dissipé ces malentendus, il me semble que l'antispécisme est quand même assez rassembleur. Alors, prenons des exemples et soyons concrets, parce que je crois que vous, par exemple, antispéciste et végane, vous ne mangez pas de miel, en revanche, vous mangez des moules. Alors, quel est le critère, en fait, pour consommer tel ou tel Donc, c'est vrai que manger des moules, c'est pas très végane, puisque le véganisme vous dit de consommer aucun produit d'origine animale. Oui. Mais bon, le véganisme, c'est quand même qu'une espèce d'approximation de ce qu'on doit faire en matière de consommation. Il y a des exceptions, puis les moules et les huîtres, c'est une exception. Mais alors, c'est quoi le critère? Alors, les moules et les huîtres, c'est des animaux, mais c'est des animaux qui n'ont pas de système nerveux, donc qui ne ressentent rien, en fait. Et du coup, du point de vue moral, leur statut est exactement le même que celui des plantes, des végétaux. Donc les plantes, elles ressentent rien, ça fait qu'on ne peut pas leur faire du bien ou du mal. Puis le résultat, c'est qu'on n'a pas d'obligation envers elles. Les huîtres et les moules, c'est exactement la même chose. Donc vous n'avez pas d'obligation morale à l'égard des plantes non plus? Parce que ça aussi, on objecte souvent aux véganes, les salades, elles crient, pourquoi tu manges des salades, etc. Alors vous, d'un point de vue moral, vous dites, les plantes n'ont pas d'intérêt, c'est ça? Oui, je le dis, et non, elles n'ont pas d'intérêt. Qu'est-ce que vous pensez de cette éthique fondamentale qui sous-tend comme ça cette pratique? Ça aussi, c'est un caractère peut-être aussi religieux. C'est une vision du monde véritablement là qui se donne. Oui, une vision du monde, mais une vision du monde n'est pas forcément une religion. Mais bien sûr, c'est vrai que si on voulait pousser les analogies avec le religieux, c'est vrai qu'il y a aussi une recherche d'une sorte de salut, non pas de salut transcendant, mais de salut pour la planète, puisque très souvent, on voit également l'argumentaire de type vegan et antispéciste lié à des considérations écologiques. On dit, voilà, vous voyez l'empreinte carbone, par exemple, de l'élevage, ou encore, on le voit dans le livre d'Émeric Caron, qui dit, évidemment, il y a une surpopulation, il faut diminuer la population mondiale, parce qu'il fait la distinction. Il dit, évidemment, il s'agit de respecter tout ce qui vit, mais il n'y a pas un droit automatique à naître, c'est une autre chose. Donc tout cela, évidemment,
évidemment peut être aussi source de débat, mais c'est vrai que c'est très intéressant de voir comment cette dimension éthique et un courant de ce type, tout à coup, connaît objectivement une diffusion accrue. Et on le voit d'ailleurs avec un indicateur tout simple comme les recherches sur les moteurs de recherche, où on voit les recherches sur les mots-clés véganes augmenter à peu près depuis 2010. On peut aussi penser à la suite de certaines enquêtes qui ont été faites que Internet comme moyen de diffusion joue un rôle important. Et par ailleurs, il y a une méfiance, bien sûr, plus large face à tout ce qui est élevage industriel, et ce n'est pas pour rien qu'un certain nombre d'associations antispécistes, par exemple, se consacrent très activement à tourner ces vidéos parfois assez abominables sur ce qui se passe dans des abattoirs et ensuite à le relais des réseaux sociaux précisément pour les diffuser. On l'a vu dans le reportage, un des protagonistes, Jonathan, dit « Moi, ça m'amène naturellement à une forme d'anticapitalisme. » Est-ce que c'est quelque chose vers quoi tout vegan tend à un moment donné? Parce que c'est un refus du système existant. Alors, en tout cas, moi, ça ne m'a pas amené à être anticapitaliste. Il faut savoir que l'antispécisme, ou le rejet du spécisme en philosophie, chez les gens qui s'intéressent à la question, c'est vraiment la majorité. Alors que l'anticapitalisme, il ne me semble pas que beaucoup de philosophes politiques y souscrivent. Donc je n'aurais pas tendance à être anticapitaliste pour autant. Vous restez vegan convaincu, vous n'êtes jamais tenté de retourner à un autre mode alimentaire? Alors je ne suis pas tenté de retourner à un autre mode alimentaire pour le moment, mais je sais que dans une dizaine d'années, je remangerai régulièrement de la viande. Seulement, la condition, c'est que ce soit de la viande végane. Et ça peut paraître un peu paradoxal, mais c'est clair que maintenant, il n'y a pas de viande végane. La viande artificielle, voilà, c'est la viande in vitro, produite à base de cellules souches animales. Et c'est clair qu'à cette condition, je serais ravi d'en manger, parce que moi, le goût de la viande, j'ai toujours aimé ça, et ça n'a pas changé quand j'arrête de souffrance pour l'animal. Exactement. Je vous remercie beaucoup, messieurs, d'avoir participé à cette émission. Et si vous souhaitez y réagir, vous pouvez nous écrire à l'adresse fautpascroire@rts.ch ou poster un message sur notre page Facebook. Et c'est la fin de cette émission. Merci beaucoup de nous avoir suivis. On se retrouve samedi prochain, même heure, même chaîne. D'ici là, passez une excellente semaine.